À voix haute, à voix mystérieuse. Matt the Brain. Quand les esprits s'en mêlent. Jérôme Fouquet. Vivre est parfois au-dessus de mes forces. Je ne supporte plus l'ironie de mon existence qui me rend vulnérable dans les moments les plus critiques. Comment expliquer sinon que d'une composition solide, jamais malade et rarement blessé, je sois assailli par une violente migraine au moment précis où le tueur violeur se présente devant moi. Ce n'est pas un grand bagarreur, mais il lui suffit d'un franc coup de pied dans les côtes pour m'envoyer au tapis. Je tente de me relever pour le rattraper, mais j'en suis incapable. À genoux, le souffle court et le corps irradié de violentes courbatures, je suis condamné à suivre des yeux sa fuite au volant de son 4x4, sa nouvelle proie, une adolescente rousse de 11 ans attachée sur le siège arrière. Quel policier suis-je pour laisser un assassin pédophile s'en tirer? Mon mal de crâne s'intensifie, je n'ai plus d'autre choix que de me rouler dans cette boue putrescente, le corps vrillé de spasmes incontrôlables. J'entends à peine la voix qui s'adresse à moi. Je m'appelle Mo. J'ai un message pour vous, mais d'abord je vais vous aider à soigner votre poignet. Mes paupières s'ouvrent abruptement, je suis en nage, l'esprit tourmenté par ce cauchemar qui me harcèle pour la 3e nuit d'affilée. Je sens une sensation désagréable de brûlure à l'avant-bras, à l'instant où je me déplie. Je claudique dans le petit vestibule qui mène à la cuisine, puis puise dans ma réserve d'énergie pour actionner la machine à grains. J'essaie de chasser toute cette négativité de mon cerveau en avalant mon café. Rien n'y fait. J'ai un goût amer dans la bouche et cela n'a rien à voir avec mon ristretto colombien. L'horloge de la radio pointe 10h12. Je dois retrouver Cyril dans moins de 20 minutes pour la visite du château de Versailles que nous avions planifié depuis un mois. J'opte pour un piteux texto d'excuses. Il me répond ne pas être surpris. Je n'ai jamais réussi à être ponctuel en 20 ans de carrière. Cyril est mon meilleur ami. C'est aussi mon ex-collègue de la police judiciaire. La galerie des glaces ne cessera jamais de me fasciner. Ses majestueuses fenêtres, les monumentales fresques qui submergent le plafond, sa palanquée de miroirs, le beau, s'est invité dans le moindre centimètre carré de cette majestueuse pièce. Je pourrais m'y perdre la journée entière si un cri perçant n'était venu mettre un terme à mon enivrement. Cyril me jette un coup d'œil inquiet. L'épicentre provient du salon de Diane. Notre curiosité de vieux flic nous y conduit. Un touriste chinois gît à terre, entraîné dans une série d'étranges convulsions. Par chance, un médecin a été dépêché dans l'assistance, mais celui-ci semble impuissant à endiguer l'agonie du malheureux. La panique gagne la centaine de touristes agglutinés dans les salons royaux. Je m'approche du toubib qui me confirme la funeste évidence. Cyril suggère à un des gardiens de prévenir la police et de dresser un périmètre de sécurité dans la pièce, écartant la horde de curieux. C'est chose faite 10 minutes plus tard. Le médecin peine à analyser la cause de la mort. Sa seule certitude est qu'elle n'est pas naturelle. Un élément exogène a attaqué le cerveau du pauvre homme. Un fragment de poudre résiduelle dans le pavillon de son oreille ainsi que sur l'écouteur de son audio-guide présente un début de piste, mais il faudrait l'analyser en profondeur dans un laboratoire. Je propose mes services en tant que détective privé. Moi, c'est Matt the Brain, ancien capitaine de police judiciaire du prestigieux 36 quai des Orfèvres. Denis Maupin, le directeur du musée, un cinquantenaire au crâne rasé, barbichette poivre et sel et poignée de main énergique, hésite à peine quelques instants avant d'accepter vigoureusement ma proposition. Il ne fait aucune confiance à la police versaillaise qui avait l'an dernier maladroitement dépêché un escadron de flics qui avait essaimé la terreur dans les couloirs du château faisant fuir les touristes par dizaines. Le site internet avait été la cible de nombreux messages anxiogènes sur cette présence policière massive, spéculant sur une potentielle attaque terroriste. Je me tourne vers Cyril pour voir s'il est enclin à reformer notre redoutable duo de la crime, mais il hoche tristement la tête. Rangé de la police depuis 2 ans et à peine remis d'une longue dépression, il ne souhaite pas se replonger dans une enquête. Je comprends son choix, même si j'espérais un peu d'aide. Je vais devoir une nouvelle fois œuvrer seul pour démêler les nœuds de cette affaire. Monsieur Maupin choisit de m'investir en tant que gardien, un job simple qui ne requiert aucune forme d'expertise ni de vivacité. Je rejoins la meute existante, comptant sur mes yeux et mes oreilles pour avancer et en savoir plus. Ma première initiative est un message à Virginie, médecin légiste avec qui j'ai gardé contact et qui a accès à un petit labo privé pour expertiser tout type de produits. Je prends soin d'emballer consciencieusement les oreillettes criminelles que je lui ai expédiées par coursier. Puis, j'épluche les informations collectées sur la victime par Joël, le responsable de la sécurité, un sémillant antillais de 35 ans. Le touriste s'appelait Hong Xiandeng, ressortissant chinois venu passer seul quelques jours à Paris. Il est arrivé la veille, logé à l'hôtel 5
et devait repartir visiter l'Allemagne 2 jours plus tard. Il travaillait dans le domaine automobile, avait pris 15 jours de vacances pour visiter l'Europe. Cela laissait peu de temps pour se faire des ennemis. D'autre part, il était employé au bas de l'échelle chez un petit sous-traitant de pédales de frein. Rien dans sa situation ne laissait présager qu'on l'assassine. Je décide de planifier un petit tour dans son hôtel pour en savoir un peu plus dans l'après-midi. Ensuite, je quémande à Joël les bornes de surveillance du château. Il ricane et m'avoue que son système vidéo ne fonctionne plus depuis une semaine. La société de sécurité ayant entraîné à envoyer un premier expert qui, une fois sur place, a brillé par son incompétence. Étrange coïncidence, tant pis. Je choisis de me poster à l'entrée du château au niveau du portique à rayon X, dans une des coursives du rez-de-chaussée, qui me permet de garder un œil sur la caisse et l'accueil où sont distribués les audioguides. 2 longues heures s'écoulent sans incident, me laissant penser qu'il s'agit sans doute d'un acte isolé. Je souhaite en avoir le cœur net et débute mon enquête par de petits interrogatoires ciblés. Francine, une franco-malienne longiligne, splendide métisse à la peau de châtaigne, qui fait ce job depuis 5 ans à l'accueil, est ma première cible désignée. Elle me dit être désolée de cette mort tragique, mais son langage corporel, jovial et pétillant, m'exprime le contraire, ce qui m'interpelle. Elle n'a rien vu ni rien entendu. Pour elle, si quelqu'un a mis quelque chose dans l'audioguide, cela a dû se passer une fois qu'elle en a équipé le touriste. Dans le cas contraire, elle aurait forcément eu vent du problème. J'essaie de la pousser dans ses retranchements. Son joli sourire s'estompe. Elle me demande vertement si je suis de la police, avant de m'abandonner pour une pause clope. Je tente ma chance au vestiaire où un certain Aldo, étudiant d'origine sarde, me mitraille d'une gouaille ensoleillée. Il m'évoque son Italie natale, la douceur des journées de printemps, ses amis qui viennent lui rendre visite tous les mois et avec lesquels ils font la fête dans le quartier latin. Il me montre aucun signe de tristesse ni de compassion quand j'évoque la disparition tragique du visiteur chinois. Il écarte d'une main le problème. L'homme a dû attraper le coronavirus. Il devait être cardiaque, cela devait arriver un jour ou l'autre. La Terre ne doit pas s'arrêter de tourner. Je lui fais remarquer que s'il dit vrai, tous les visiteurs et employés du musée doivent faire des analyses pour vérifier qu'ils n'ont pas contracté le virus. Il me dit en souriant que cela ne lui fait pas peur, seuls les vieillards ou les nouveau-nés succombent au Covid-19, qui n'est rien d'autre qu'une grosse grippe. Convaincu de ne rien pouvoir tirer d'un esprit bercé d'une si grande utopie, je décide de m'entretenir avec la patronne du salon de thé au premier étage du pavillon d'Orléans. Elle se prénomme Micheline, m'avoue de but en blanc avoir 56 ans et un mal d'amour chronique. Elle me dévisage de ses grands yeux verts en secouant une cascade de cheveux dorés, attitude décomplexée qui doit faire craquer la plupart des cinquantenaires qu'elle flatte par cet art masculin d'aller droit au but. Elle est plutôt jolie, grande, une pimpante silhouette de sablier, les mains fines, quelques rides de caractère sur le visage qu'elle s'est étirées en écartant des zygomatiques. Quand elle comprend que je suis plus intéressé par l'événement tragique du jour que par son minois, elle se montre moins réceptive, écourtant la conversation pour me conseiller de contaminer les autres employés de mes questions déprimantes. Que se passe-t-il dans ce palais pour qu'un crime n'émeuve aucun de ses employés? Sont-ils régulièrement exposés à ce type de tragédie? Je décide de réclamer au directeur les chiffres de décès accidentels ou intentionnels survenus depuis 5 ans au château. Denis Maupin se gratte la barbe puis me dit n'en avoir recensé que 2. Une vieille dame qui a succombé à une attaque cardiaque il y a 6 ans et le malheureux Yong Xiong-deng, éteint dans la matinée. Je descends le grand escalier en marbre français des ambassadeurs, bijou de Lebrun, en contemplant la grande verrière qui le surplombe, en diffusant les rayons du soleil, nouveau symbole de la toute-puissance de Louis le Grand. Je vide mon deuxième ristretto de la journée quand je foule le gravier qui borde l'extérieur du palais, me dirigeant vers le grand canal. Je sens une présence dans mon dos. Je me retourne et dévisage un petit monsieur, sec comme un haricot, moustache fine, affublé d'une casquette de baseball et d'un costume de gardien. Il me scrute de ses petits yeux charbonneux. Je suis Mo et j'ai un message pour vous. Je sens une décharge m'électriser l'avant-bras. Constatant mon scepticisme, il enchaîne. Comment va votre poignet? Le souvenir de mon cauchemar et de ma brûlure à l'avant-bras me glace. Ce n'est pas possible. Mo était dans mon rêve et voulait me parler avant que je ne me réveille. Comment ce petit monsieur pouvait-il le savoir? Mon esprit cartésien subit une sévère secousse. Qui êtes-vous? Je suis un esprit bienveillant. Un esprit, c'est-à-dire, vous n'êtes pas gardien? J'ai emprunté ce corps pour vous porter un message. La vérité sur l'enquête Torsini n'est pas celle que vous croyez. Quoique... Que savez-vous de cette enquête? Je sais que c'est la seule que vous n'avez pas élucidée, qu'elle a provoqué votre furie et par voie de conséquence le départ de votre femme et de votre fille. J'ai du mal à m'exprimer, ébaubi par les déclarations de ce petit homme,
J'ai l'impression que mon cerveau est accroché à une grue qui monte et descend alternativement à vive allure. Si vous voulez dénouer l'enquête sur la mort du Chinois, rendez-vous à 23 heures dans le jardin au bassin d'Apollon. Laissez-vous guider par le cheval meurtri. Pendant que je lutte contre mon aphasie, Mo pose une main réconfortante sur mon poignet, ce qui calme instantanément la douleur. Puis, il disparaît à l'intérieur du château. De longues minutes me sont nécessaires pour me remettre à l'endroit. Je n'ai aucune réceptivité pour ce qui touche au paranormal, aussi je sais que ce qui vient de se passer va triturer mon cerveau pendant longtemps. Je reprends mon poste sans enthousiasme et tente de rassembler les miettes de ma raison. Il est bientôt 13 heures, je dois patienter encore 2 heures avant de pouvoir prétendre déjeuner dans la cafétéria du château. Je suis affecté à la chambre de la reine, puis à la galerie des glaces. De tous les jobs subalternes que j'ai empilés depuis quelques mois, je dois avouer que celui-ci mérite la palme. Passer des heures assis sur une chaise à veiller à ce qu'une horde d'étrangers ne salisse pas un tableau ou la literie du musée relève de la résipiscence. Dans mon cas présent, cela a le mérite de calmer mes nerfs. J'essaie de revenir à ce que je sais faire de mieux, raisonner de façon logique. Je n'ai pas le loisir d'aller très loin dans mes réflexions sur l'enquête, contrarié par un coup de fil de Virginie. Elle a décelé des traces d'une substance radioactive dans les oreillettes. Elle me demande de prêter la plus grande attention à ceux qui peuvent avoir touché ou approché l'audioguide. Je lui confirme que toutes les précautions ont été prises et lui demande la difficulté de se procurer de telles substances. Si tu ne présentes pas un gouvernement ou un groupement terroriste, me dit-elle, les chances de dégoter un échantillon d'une telle poudre sont nulles. Cela a le mérite d'être clair et en même temps de me laisser mariner dans l'aberration de cette enquête. Si je récapitule, la vidéosurveillance du château est défaillante, aucun des collègues avec qui j'ai échangé ne semble affecté par le meurtre du touriste, et l'arme du crime est une poudre radioactive qu'aucun individu ne peut espérer se procurer. Je contemple désespérément ma montre, 15h30. Mon ventre se rappelle à mon bon souvenir et je décide de faire un tour rapide à la cafétéria. J'aurais préféré prendre le temps de manger des ravioles de langoustine dans le restaurant gastronomique ou à la brasserie du Palais, mais le temps file et j'ai promis à Denis Maupin de lui livrer mes premiers résultats pour la fin de journée. Je picore un sandwich au thon et gobe mon 3e café du jour. Je souffle sur la fumée qui s'en dégage tout en réfléchissant au halo de mystère qui plane sur cette affaire. C'est la première fois que je suis confronté à des événements de cet ordre. J'avoue ma perplexité sur la suite à donner aux opérations. En reprenant mon poste, je repère Mo qui bâille aux corneilles devant la chapelle royale. Je me dirige vers le petit bonhomme, décidé à en savoir plus sur son énigmatique déclaration. Mo, dites-moi, pourquoi dois-je me rendre dans le jardin ce soir? Qui s'y réunit? Je vous demande pardon. Vous êtes venu me trouver tout à l'heure dans la cour du château. Excusez-moi, monsieur, vous devez faire erreur. Je n'ai pas quitté le premier étage de la journée, et mon nom n'est pas Mo, mais Simon. Je l'observe méticuleusement pour vérifier que je ne me suis pas trompé. Le même petit gabarit, les mêmes yeux noirs foncés comme du basalte, la même moustache mousquetaire. J'ai pourtant une bonne mémoire visuelle. Le gardien me signifie de sa main que je l'importune. Je fais quelques pas de côté pour m'éloigner. Si je me souviens de la conversation que nous avons eue, Mo m'a dit avoir emprunté son corps. Et il est déjà parti? Ou ai-je été victime d'une hallucination? Si c'est le cas, pourquoi ce visage me paraît si familier? Les 2 heures suivantes relèvent du pensum. Rien à signaler de quelque nature que ce soit, tout est étrangement calme. Mon cerveau est englué dans l'apparition de mots. Quand je mourrai, mon esprit flottera-t-il à la recherche d'une enveloppe charnelle pour s'exprimer ou se réincarnera-t-il dans une autre vie? Et s'il y avait quelque chose après la mort? Autant de questions dont je n'ai pas le début d'une piste. Comme tout bon enquêteur, je déteste sécher sur un sujet, aussi je décide de le creuser après la résolution de cette affaire. 17h28. J'aide mes collègues à communiquer à la quinzaine de touristes retardataires sur la fermeture imminente des lieux. Une femme âgée, vêtue d'une longue robe de gala et d'un chapeau cloche crème, se tourne vers moi et me dévisage comme si je l'accusais du pire des crimes. C'est honteux, dit-elle, de presser les gens comme vous le faites. Nous avons encore au moins 2 minutes. Si vous n'étiez pas aux 35 heures, nous pourrions profiter d'horaires de visite normaux. À l'époque du grand roi, ce genre de problème ne se posait pas. Vive la démocratie! Piqué au vif, ma réponse fuse avant que je n'ai eu le temps de la soupeser. J'imagine que vous ne travaillez pas, alors pourquoi venir en fin d'après-midi et pas le matin si vous voulez profiter des œuvres du château? Mais enfin parce que la lumière est incomparable, l'après-midi, quelle question de béotien? Sans attendre ma réponse, elle fait claquer ses talons sur le parquet dallé des appartements du roi pour regagner la sortie.
Les gens ne cesseront jamais de me surprendre. 5 minutes plus tard, tous les visiteurs sont évacués et les employés commencent à plier bagages. Conscient que je n'apprendrai plus grand-chose du personnel, je me tourne vers le lieu de résidence de la victime. À 5 minutes à pied du palais, le 5 est un bel hôtel-boutique flanqué d'un grand porche et d'un imposant hall, avec 5 comptoirs d'accueil et des banquettes molletonnées où s'affairent des hommes d'affaires agglutinés à leur téléphone ou à leurs ordinateurs. Je m'avance vers l'agent de comptoir, un jeune homme aux cheveux roux et au bouc à moitié glabre qui ne doit pas avoir plus de 20 ans. Il affiche un beau sourire obséquieux de bienvenue. Que puis-je pour vous, monsieur? Bonjour, je viens rendre visite à un ami, monsieur Hong Xiandeng. Il ne comprend pas ma question et remet nerveusement en place une mèche de cheveux. Qui? Un touriste d'origine chinoise qui est arrivé hier dans votre établissement. Je lui appelle le nom, patiente quelques instants, qu'il pianote sur son registre électronique. Un peu perdu, il appelle une collègue à l'aide. Il s'affaire à deux derrière l'écran. Après 4 longues minutes, la sentence tombe. Désolé, mais nous n'avons aucune chambre à ce nom, me dit une femme brune d'une quarantaine d'années d'un ton ferme. Il doit y avoir erreur, vous pouvez revérifier? Elle me regarde droit dans les yeux, plisse légèrement la bouche au-dessus de laquelle se forme une petite virgule de condescendance. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, monsieur? Ce monsieur Xiodeng ne loge pas ici. Vous avez dû vous tromper d'hôtel. Il y en a une dizaine dans les environs. Je vous invite à vous y rendre. J'avoue ne pas comprendre. Qui m'a donné cette information? Il me semble qu'il s'agissait de monsieur Maupin, à moins que ce ne soit Joël, mais je n'en suis plus sûr tout d'un coup. Mes certitudes tendent à se fissurer ces dernières heures. Je me tourne vers ma seule piste tangible, l'arme du crime. Si j'en crois Virginie, seul un groupe de terroristes aurait pu se fournir une substance radioactive. S'agit-il d'un gouvernement étranger? Je ne vois pas bien quel pourrait être le mobile. Pourquoi tuer ce Chinois sur le sol français et non ailleurs? La deuxième information importante qui guide ma pensée est l'attitude passive du personnel du musée sur la mort du touriste. Est-ce un aveu? Si j'étire mes hypothèses, l'extravagante idée qui me vient relie les employés du château entre eux. Ils formeraient un groupe qui aurait, pour une raison que j'ignore, décidé d'attaquer ce pauvre touriste chinois. Ceci expliquerait leur attitude passive et corroborerait les conclusions de Virginie sur la fourniture de l'arme du crime. À cet instant, je reçois un coup de fil de Denis Maupin. Il me demande où diable j'ai filé, me priant de rappliquer au plus vite au château pour lui livrer les conclusions de mon enquête. Le chemin qui me ramène au palais n'est pas assez long pour altérer ma vision de la situation et me permettre de trouver une avancée significative, un indice concluant. J'ai juste l'impression désagréable de me faire promener, qu'on m'empêche de regarder là où il faut. Le directeur me reçoit dans son bureau, au fond du vestibule, derrière la boutique du rez-de-chaussée. La pièce est dépouillée, moquette grise, table en bois mélaminé, mur blanc, loin du panache du cabinet d'angle de Louis XVI, et ses bois précieux, sa marqueterie, ses bronzes, et son fameux secrétaire cylindre, bijou de mobilier du XVIIIe siècle. Monsieur Maupin se réjouit du caractère spartiate de son lieu de travail, bel exemple qu'il agite à la face du contribuable. Au moins, l'argent public alloué au domaine de Versailles ne sert pas à choyer une élite capricieuse. Les gilets jaunes n'auront pas de prétexte pour poser ma tête sur le billot, me lance-t-il goguenard. Je le laisse esclaffer seul et lui fais part de mes premières idées. Il change d'expression soudainement et me dit ne rien comprendre à cette histoire de radioactivité. Il ne saisit pas non plus pourquoi le personnel serait insensible à ce qui se passe au château et me traite d'incompétent quand je lui déclare que la victime ne séjournait pas à l'hôtel 5. Mais vous vous égarez, Matt. Vous n'êtes pas à la hauteur de votre réputation de The Brain. Vous devriez songer à ne pas vous survendre. Le directeur du lycée Saint-Thomas est un ami, il m'a pourtant dit du plus grand bien de vous. Mais comment savez-vous que le monde est petit, Mathieu? Bon, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous rétribuer pour cette enquête qui n'a ni queue ni tête. Je ne pense pas non plus que vous donner plus de temps produirait plus de résultats. Vous vous êtes planté, voilà la preuve que même le meilleur des enquêteurs est humain. Je vous souhaite du courage dans vos futures missions si d'autres que moi ont la faiblesse de vous les confier. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Au revoir, monsieur le capitaine. J'essaie de lui répondre, mais aucune parole ne monte à la surface. Il me désigne la porte de sa main et chausse une paire de lunettes pour se replonger prestement dans la lecture intense d'un dossier. C'est un peu abasourdi par ce premier échec dans ma nouvelle vie de privé que je sors du domaine, emprunte la rue Colbert et rentre dans le pub irlandais qui fait face à la statue équestre de Louis XIV, sur la place d'Armes. Je suis sûr que le grand homme a eu aussi ses périodes de doute. Il a su s'en relever et faire avancer les intérêts de la France. Je commande une Guinness que je me surprends à descendre, moi, l'amateur de bon vin. C'est la première fois que j'en bois une. Je trouve le breuvage un peu corsé, mais ce petit arrière-goût fumé n'est pas désagréable. On dirait la rencontre entre du houblon et un vieux whisky. Au fond, ce moment était inévitable. Ne pas réussir à boucler une enquête devait m'arriver un jour.
mais je ne pensais pas que cela surgirait à la 5e investigation. J'aurais espéré un meilleur taux de succès. Peut-être que je ne suis plus fait pour ce métier après tout. Je sens une main chaleureuse sur mon épaule. Un certain Jack, veste en cuir, front dégarni, grands yeux pétillants, une Guinness à la main, me demande avec un fort accent d'où je viens. Il me dit qu'il est anglais, et nous nous mettons à discuter. La conversation dévie naturellement sur le Brexit. Il a honte de son pays et préfère la France où il a décidé d'habiter depuis 2 ans. Il est professeur des écoles et enseigne à Versailles dans un lycée privé. Puis, il me demande ce que je fais comme métier. Je lui raconte ma carrière policière, puis un grand nombre de questions. N'ayant pas d'impératif et réconforté par cette conversation qui brosse positivement mon ego, je trace le détail de plusieurs affaires tordues qui m'ont marqué quand le 36 signifiait tout pour moi. La soirée se prolonge, nous commandons d'autres Guinness. Je suis exalté par les souvenirs qui remontent. Je me rends compte que je n'ai pas à rougir de ma carrière de policier et de mes premiers pas de détective. Je ne dois pas laisser cet insuccès m'atteindre. Jack me remercie pour ses incroyables histoires et me signifie qu'il est déjà 22h30, il doit rentrer chez lui retrouver son épouse Mona. Il me propose de continuer le lendemain si le cœur m'en dit. Je tilte sur le nom Mona. Mot. À quelle heure l'esprit m'a dit de me rendre à la fontaine d'Apollon? 23h, je crois. Je salue l'anglais chaleureusement, paie la dernière tournée et me rue en dehors du troquet. Autant honorer ce rendez-vous, au fond même, si je n'y crois pas, au point où j'en suis. J'ai 2 problèmes. Je suis un peu saoul et la grille du château est fermée. Comment me rendre dans les jardins? J'ai une idée. Je passe par la guérite de sécurité à l'entrée, dévoile courtoisement à l'agent de nuit que je suis employé en lui présentant mon badge. Je prends un air dépité, je lui explique avoir oublié mon téléphone portable dans la cour du château. Je me concentre pour lui sourire et ne rien laisser paraître de mon état d'ébriété. Il m'inspecte en fronçant les sourcils, puis appelle un collègue dans son talkie-walkie. Il obtient le feu vert et m'explique qu'un de ses collègues va m'accompagner. Je retrouve un grand blond, cheveux en brosse, la chemise blanche, prête à craquer sous une montagne de muscles. Si le but est d'impressionner avec moi, c'est réussi. Il m'accompagne dans la cour du château en m'encourageant d'un «Mange-toi le train, mec». Sympa. J'essaie d'échafauder un plan pour semer le factotum bodybuildé, mais mon imagination me fait défaut. Je n'ai pas l'alcool créatif. L'idée vient d'elle-même alors que je lutte pour ne pas tituber. Je me fais un croc en jambe et m'étale de tout mon long dans le vestibule qui mène à l'extérieur. Le colosse blond me regarde incrédule. J'en profite pour feindre la douleur et me tient la cheville droite. J'ai fait une entorse, il me faut de la glace, vite. Il hésite puis demande à son collègue Otoki de lui apporter de la glace. Celui-ci refuse, ne pouvant abandonner son poste. Mon garde du corps est tiraillé sur la marche à suivre. Il finit par pester, m'intime l'ordre de ne pas bouger, je lui assure que je ne le peux pas, puis il disparaît dans le château. J'en profite pour sortir dans la cour extérieure. Le spectacle qui m'y attend est sublime. La façade à colonnade rétro-éclairée projette un damier flottant sur les 2 grands bassins sous un ciel magnifiquement étoilé. J'aimerais profiter de la vue plus longtemps, mais il est déjà 22h56. Je contourne les pièces d'eau, emprunte les escaliers de la tonne, puis entreprends de suivre l'allée royale menant au grand canal. Dans mon souvenir, le bassin d'Apollon est un peu plus loin sur la droite, mais j'ai un verre de trop qui m'empêche de me concentrer. Je me laisse guider par la ribambelle de spots lumineux accolés le long des bosquets qui éclairent les statues mythologiques du jardin. D'un coup, j'entends un bruit derrière moi. Le colosse est déjà sur mes traces. Les pas me semblent plus légers. Je m'accroupis derrière une haie. Je reconnais la démarche aérienne de Francine, la franco-malienne de l'accueil, et le pas sûr de Micheline, la responsable du salon de thé. Que font-elles ici à cette heure? Elles semblent déterminées et s'enfoncent dans un bosquet. Je les suis à distance respectable. Elles dévient à droite. Je patiente quelques instants, puis tourne à mon tour. J'arrive devant la petite grotte surmontée d'une cascade. La statue d'Apollon et de ses nymphes attire l'œil au centre, mise en valeur par un spot lumineux en contrebas. C'est admirable. Mais aucune trace de Micheline ni de Francine. Où ont-elles bien pu filer? Je jette un coup d'œil circulaire, pas d'échappatoire possible. Serait-il possible qu'elles soient rentrées dans la grotte? J'ai toujours pensé qu'elles étaient artificielles. J'essaie de me rappeler les paroles de mots. Laissez-vous guider par le cheval meurtri. 2 pièces de marbre encadrent la figure centrale d'Apollon, de chaque côté de la grotte. 2 chevaux sont présents dans chacune d'elles. Le cheval meurtri. Lequel est-ce? Il me semble que celui tout à gauche hennit. D'autre part, pour pénétrer dans la grotte, c'est l'endroit qui me semble le plus accessible. 23h03. Je me lance. Escalade la roche, enjambant un bras d'eau. Quelques strates me servent d'appui.
et j'arrive à me hisser tant bien que mal au niveau de la statue de marbre. J'essaie d'imaginer Francine et Micheline avec leurs talons. J'entrevois un chemin derrière les chevaux blancs qui pénètrent dans la roche et au fond duquel se dresse une incroyable porte en bois. La poignée cède du premier coup, j'entends une voix, je pénètre dans une cavité troglodytique. À ma grande surprise, une cinquantaine de personnes assises me tournent le dos. Un homme leur fait face au fond de l'antre rocheuse, vêtu d'une longue robe claire. Ceci ressemble étrangement à une réunion secrète ou une messe confidentielle. Je connais bien l'orateur, Denis Maupin, le directeur du château. Je comprends mieux pourquoi il tenait à voir mon enquête échouer. Je reconnais Joël, Aldo, mes ex-collègues gardiens. Tout le personnel du musée semble s'être donné rendez-vous là, mais ils ne sont pas les seuls. Un homme en pardessus gris à la crinière blanche devise avec une femme rousse munie d'une grande écharpe Burberry. Ils ont raison de se couvrir, il ne fait pas chaud dans cette grotte. Je crois reconnaître le maire de Versailles et sa première adjointe. Je m'assois rapidement sur une des 2 dernières chaises vacantes pour ne pas attirer l'attention, pendant que le directeur débite son baratin. Mes amis, notre plan s'est déroulé sans accroc, lance-t-il à une assemblée acquise à sa cause. Notre cible a péri quelques minutes après avoir été en contact avec le produit radioactif. Sachez qu'il s'agit d'un ancien tortionnaire de prison noire chinoise reconverti en homme d'affaires. Une mauvaise âme en moins pour alléger notre planète. Pour nous, ce sacrifice nous permet d'assurer la protection du domaine du château et de l'éloigner de la vindicte des dieux une année de plus. Merci à tous pour vos efforts. Monsieur le préfet pour avoir rédigé le rapport de police, monsieur le maire pour avoir contrôlé la presse et orienté les réseaux sociaux vers une crise cardiaque. Merci à vous tous, personnel du musée, pour avoir diffusé le produit et calmé un début de panique chez les visiteurs. Grâce à votre action, notre mission est accomplie et sans ternir l'image florissante et grandissante de notre beau musée. Je comprends mieux pourquoi le personnel s'est montré impassible à la mort du touriste asiatique. Je prends conscience que mon enquête ne pouvait aller bien loin, orientée dès le départ vers des fausses pistes et alimentée par de fausses informations comme l'identité de la victime ou son lieu de résidence. Denis Maupin détaille l'assistance. Son regard se pose soudain sur moi. Il a un demi-rictus. Mais nous avons un invité de marque. Matt the Brain est avec nous, mes amis. À cet instant, l'assemblée complète se tourne comme un seul homme dans ma direction. Une centaine d'yeux me mitraillent comme un pestiféré. L'envie de me lever et prendre mes jambes à mon cou me traverse, mais ça ne me ressemblerait pas de fuir mes responsabilités. Et puis, la Guinness m'a désinhibé, je me lève en me raclant la gorge. Oui, c'est moi. Je dois avouer être impressionné par votre mise en scène, mais je vous ai percé à jour, à croire que je suis peut-être à la hauteur de ma réputation, finalement, n'est-ce pas, monsieur Maupin? Je n'ai pas le temps de me rasseoir que 2 hommes costauds se jettent sur moi et m'immobilisent en me saisissant par les épaules. Qu'est-ce qu'on fait de lui, chef? Lance l'un d'eux. On s'en débarrasse, messieurs, ce petit fouineur ne mérite pas mieux. On n'a qu'à le noyer dans le grand canal, si on le laissait mourir de faim dans cette grotte. J'ai une meilleure idée, répond le directeur du château. J'essaie de bouger, mais mes 2 cerbères me tiennent fermement. Je dois avouer que j'ai été imprudent, me jetant tout seul dans la gueule du loup. Ça m'apprendra à écouter un esprit. S'il n'avait pas été là, je serais rentré chez moi sain et sauf. Denis Maupin se saisit d'un fourreau posé sur une chaise devant lui, parcourt l'allée centrale qui fend le parterre de ses fidèles, puis se présente devant moi en tirant l'épée de son écrin. Cette arme appartenait à Louis XIV. Il l'a conservée cachée au fond de cette crypte de sorte qu'elle a échappé à la destruction durant la Révolution. Je vous fais un immense honneur. Matt the Brain, soyez-en conscient. Cela permettra de saluer votre perspicacité qui vous a conduit à démasquer notre organisation. Nous existons pourtant depuis plus d'1 siècle. Personne n'est arrivé à nous démasquer avant vous. Je dois l'admettre. Denis fait tourner la poignée en laiton moulé et je sens la pointe de l'acier effleurer mon bas-ventre. Le directeur me tient en respect comme si j'étais un vulgaire paysan, coupable d'avoir mis en danger sa seigneurie. Je ferme instinctivement les yeux en pensant très fort à ma fille Serena, qui me manquera. C'est la fin des brillantes aventures de Matt the Brain, qui avait réussi sa reconversion dans le secteur privé, mais a été victime d'une enquête trop complexe et trop spirituelle pour son esprit cartésien. Curieusement, je n'ai pas peur. Je suis même plutôt serein. Attendez, lance un petit moustachier au premier rang. Je reconnais Simon, le gardien, par qui Mo est rentré en contact avec moi. Cet homme est un esprit bon, on ne peut pas le tuer. Il a envoyé de nombreux assassins en prison quand il était policier. Il faut lui laisser une chance. Une chance? Il va nous confondre, as-tu perdu la raison? Lance Micheline. Elle, je la préférais quand elle me faisait du gringue dans son salon de thé.
Mon côté vieux jeu m'habitue très mal à la diatribe féminine. Non, il suffit qu'il prête serment ici devant nous, reprend mon ange gardien. S'il le rompt, les dieux sauront le retrouver et étendre l'opprobre sur toute sa descendance. Soit, tranche Denis Maupin, je veux bien lui laisser la vie sauve, mais je veux qu'il garde une trace de ce qui s'est passé ici. Denis enfonce la pointe de son arme sur mon avant-bras gauche, celui qui me faisait souffrir dans mon rêve. Je commence à réaliser qu'il était prémonitoire à l'instant où le sentiment de brûlure s'intensifie. La même petite voix serrée me parvient alors que ma vision se brouille. Ces mots, je vais vous aider à soigner votre poignet.